Okay, good afternoon, everyone, and welcome to this session. It's right 2:30, and we need to start on time to be able to complete in 90 minutes due to constraint of interpretation. So my name is Max Kojo. I'm lead evaluation officer working with Indra Naido at the Independent Office of Evaluation. I will be moderating this session, but also having a short presentation. We have a very tight schedule for the 90 minutes. The whole session will be translated simultaneously in French and English. Please make sure that you select the language channel which is useful for you. This is very important. And because our interpreters has not have all tests or write up in advance, make sure that you speak slowly so that they can translate as far as you are speaking. Otherwise, it will be very challenging for them. So the session comprise the events comprise 3 main sessions. The opening session, then there will be the panel discussion, question and answer session, and closing session. So with due delay, I would like to hand over to Indra Naido, who is the director of the Independent Office of Evaluation. So Naido has been in office since 2021, managing the Independent Office of Evaluation. Before that, he has been director of the Independent Evaluation Office of UNDP. Indra, over to you for a welcome remark. Thank you very much, Max, and greetings, colleagues. Distinguished IFAD board members, and we're very happy to have many representations here today. Dear colleagues, directors, the representative of the Secretary of the G5 Sahel, Mr. the Secretary General of the Ministry in charge of Livestock of the Republic of Niger, Mr. the Coordinator of West African Pastoralist Network, dear colleagues and participants. It is a great pleasure to welcome you to this virtual learning event on findings and recommendations of the sub-regional evaluation conducted by IOE in 2021 and 2022. To start, allow me to express my appreciation to the Program Management Department, particularly to the Associate Vice President, Mr. Donald Brown, the IFAD West and Central Africa Division team, especially the 6 IFAD teams of selected countries, for their fruitful collaboration throughout the evaluation process. I also wish to welcome the designates from the section, Nigel Brett and Dina Salah. I also acknowledge the work of the evaluation team led by Mr. Max Kojo, lead evaluation officer, with the contribution of national and international consultants, Ms. Christina Spagnolo, evaluation assistant, provided efficient administrative support to the team and to the organization of today's event. This was the first sub-regional evaluation carried out by IOE, which assessed rural development challenges that are common for the 5 G5 Sahel countries and Nigeria. Indeed, the 6 selected countries, namely Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, Niger, and the northern region of Nigeria, are facing similar fragility challenges featured with 1, deep economic poverty, 2, social disruption, 3, environmental and climate change burdens, 4, institutional weaknesses, and 5, medium to high intensity of conflict and insecurity. Considering that context, the overall objective of the evaluation was to identify main lessons to learn for improving IFAD's engagement
and supports in the sub-region, aligned with its mandate of enabling rural transformation. Ladies and gentlemen, let me highlight the importance of this kind of event, which is core for the utility of the evaluation. Indeed, its purpose is to promote the effective usage of recommendations by facilitating a discussion between critical stakeholders on the evaluation findings. As such, IOE is always keen to organize learning events to conclude such important evaluations. I would like to mention briefly few findings and lessons identified by the evaluation before inviting the lead evaluator to make a presentation. The SRE found that IFAD-supported operations have contributed to build absorptive and adaptive capacities of beneficiaries, empowering producers and community-based organizations to deliver effectively has been instrumental in such fragile contexts, and those organizations can play a critical role to sustain achievements and to foster social cohesion. On the other hand, the evaluation identified gaps related to IFAD's delivery in the fragile context of Sahel. Among these challenges, the evaluation identified the lack of guidance for country teams on how to conduct holistic fragility analysis and using the results to define pertinent actions to be implemented. Finally, two important constraints were: one, the fact that the country director were not residing at the time of the evaluation in 5 out of the 6 of these countries over the evaluation period, and two, limited flexibility of IFAD financial instruments to adapt to situations of escalating conflicts or shocks. As evaluators, we have provided an impartial assessment of IFAD's engagement in these situations of fragility. Now we can gain better insights on how recommendations made trigger actions by critical actors. I thank you for your attention. Thank you, Indran, for the welcome remark, which set the tone for the discussion. So we will move to the presentation of the main finding that I will do. I will swap now in French. Je fais cette présentation en français pour permettre à tous les collègues francophones d'Afrique de l'Ouest de bien pouvoir suivre. Bien avant, permettez-moi de pouvoir exprimer une fois encore la reconnaissance de IOE pour les appuis dont nous avons bénéficié en 2001 lors de la conduite de cette évaluation. Je reconnais la contribution des consultants seniors, dont certains sont dans cette discussion. J'avais vu rapidement James Kassana, les consultants juniors, dont j'ai vu aussi certains, et les consultants nationaux qui sont aussi présents. Le rôle des assistants d'évaluation a été important parce qu'en son temps, c'était vraiment un contexte très difficile où il fallait des missions d'escorte avant de pouvoir faire la collecte de données. J'essaierai d'être court dans la présentation pour donner la priorité aux discussions et aux débats. Next slide, suivant. Bon, rapidement, en termes d'introduction, il faut dire que, bon, c'est comme l'a dit Indran, ce fut la première évaluation sous-régionale. L'objectif a été de renforcer l'apprentissage fondé sur des données empiriques. Et le thème de fragilité et la sous-région circonscrite au pays du G5 Sahel et le nord du Nigeria avait été retenu après des discussions avec la gestion du programme. Nous avons circonscrit aussi la période évaluée en 2010 et 2021, et comme d'habitude, couvrant les opérations de prêt et hors prêt. L'évaluation a adopté une approche de méthode mixte et appliqué un cadre systémique d'analyse de fragilité. Le contexte a été déjà rappelé par Indran, et je ne m'attarde plus là-dessus. Suivant. Quels sont les constats?
Constat en termes en ce qui concerne les aspects conceptuels et stratégiques. Il s'est avéré que globalement, les opérations adressent ou abordent de façon explicite trois facteurs de fragilité que sont la pauvreté, la dégradation des ressources naturelles et les inégalités sociales. La faiblesse des institutions étatiques et les conflits sont abordés comme des risques. Ça veut dire qu'il faut les atténuer, voire les éviter dans certains cas, alors que ces facteurs affectent négativement la conduite des opérations. Il s'est avéré que l'objectif clair d'appui à la résilience des communautés est apparu à partir de 2015 et ce qui est très positif. Des analyses de fragilité sont faites, mais sont très sommaires, ne sont pas systématiques ou holistiques. Et pour les équipes de pays interviewées, ce n'est pas clair pour eux comment utiliser les résultats. On a constaté que la transhumance, qui est véritablement une source de conflit, n'est pas prise en compte dans les orientations stratégiques du FIDA. Évidemment, en lien avec les orientations du gouvernement, parce que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas stratégiquement aussi pris en compte par les gouvernements. Les leçons ne sont pas identifiées pour améliorer les interventions de façon spécifique en ce qui concerne la fragilité. Par ailleurs, on a vu que les aspects de partenariat et d'engagement dans le dialogue politique n'ont pas été exploités suffisamment pour améliorer les actions sur les causes de la fragilité. Donc, la promotion des banques céréalières a été très utile pour atténuer le bradage des produits agricoles par les paysans et faire face aux difficultés en période de structure. La promotion et le soutien aux organisations de producteurs communautaires a été très utile pour faciliter l'accès aux intrants, souvent déficitaires en situation de fragilité, et aussi pour faciliter la commercialisation des produits agricoles. Les mécanismes de base endogènes sont apparus utiles pour renforcer la cohésion sociale, mais ils n'ont pas été exploités pour la gestion des aspects de transhumance. Du reste, on a constaté que les appuis pour le pastoralisme ont été faibles. Il a été relevé la faible flexibilité des conditions de financement des prêts, ce qui ne permettait pas des ajustements rapides en cas de nécessité. Suivant. Donc, on voit quelques photos prises par les consultants lors des missions de terrain. Au Tchad, de gauche à droite, en haut, on a le Tchad, le Nigeria. En bas, on a la Mauritanie, le Mali et le Niger. Next slide. En conclusion, une approche intégrée de la pauvreté rurale et des conflits n'est pas appliquée par les opérations soutenues par le FIDA. Des analyses holistiques des facteurs de la fragilité sont nécessaires car les causes sont interdépendantes. Il est nécessaire de nouer des partenariats efficaces afin de pouvoir traiter holistiquement les principaux facteurs de fragilité. Le renforcement des institutions de base et le recours aux mécanismes endogènes sont très utiles dans ce contexte, par exemple pour gérer la transhumance. Des actions de soutien aux femmes et aux jeunes sont indispensables, ainsi que la promotion de pratiques agricoles intelligentes face aux défis de changement climatique. Enfin, il est nécessaire d'adopter des mécanismes de financement flexibles dans ces contextes. Au vu de ces éléments, des recommandations ont été faites. Recommandation numéro 1, élaborer un cadre de résilience holistique pour guider les analyses préalables à la conception et à la mise en œuvre des opérations sur le terrain. Recommandation numéro 2, utiliser l'opportunité de la phase numéro 2 de la décentralisation du FIDA pour améliorer les capacités des équipes de pays, les interactions et inégalités et les interactions et l'agilité pour une meilleure efficacité dans les contextes fragiles. Recommandation numéro 3, réviser les approches de soutien aux chaînes de valeur dans la sous-région afin d'améliorer leur inclusivité et
pour que cela soit complémentaire avec les approches communautaires. Next slide. Promouvoir davantage la résilience des communautés rurales en soutenant les organisations de producteurs communautaires afin qu'elles soient à même de prester des services et participer dans le dialogue sur les politiques les concernant. Dernière recommandation, organiser un plus grand soutien aux équipes de pays pour une plus grande efficacité des opérations auprès dans ces contextes. Voilà, merci pour votre attention. Last slide and stop sharing. Okay. Bon, thank you so much. This has been the finding. We have, I have interacted with WCA. Bena is here. I have interacted with Gina, Nigel throughout the evaluation. So now we're gonna discuss some of the key elements of the finding. For this panel discussion, we have Bernard, who is participating. Bernard is the Regional Director of West African Division. Before joining the firm in 2011, Bernard worked as team leader at the Poverty Reduction and Environmental Unit and UNDP Togo. Bernard has huge experience of IFAD portfolio management in West Africa, but also in NEN. Welcome to this panel discussion, Bernard. We will be having, not in the order of intervention, we will be having also Dina, who is the Regional Director of the Near East and North Africa and Europe Division. Dina, before being director, Dina was the hub director based in Cairo, and she has a wealth of experience, international experience in development projects and in program management in NEN region. And she also served as regional portfolio advisor. Welcome to the discussion, Tina. We will be having also Nigel Brett at the end. Let me introduce him now. He's the Operational Policy and Result Division Director. Prior to this, Brett has been Director of the Asian Pacific Division, where he worked as lead portfolio, also worked there as lead portfolio advisor, but also have been managing several country programs, including one of the largest portfolio of IFAD funded program, which is India. Welcome to this discussion. Nous avons aussi les collègues qui sont connectés depuis la région d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Diamoatou Kessibo Boukari, vous pouvez mettre votre vidéo pour que les gens vous voient si possible. Il est le secrétaire général du ministère de l'élevage de la République du Niger. Il possède une solide expérience de terrain et de larges connaissances sur les questions agronomiques liées aux productions animales. Depuis 2010 jusqu'à ce jour, M. Diamoatou exerce les fonctions de secrétaire général, tant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, tantôt ministère de l'Élevage seul, mais il a exercé ce rôle de façon continue sur les 12 dernières années. Bienvenue dans cette discussion, M. Diamoatou. Nous avons aussi M. Kourdim Kido, qui est le chef de département de résilience et de développement humain au secrétariat exécutif du G5 Sahel. M. Kourdim a occupé de nombreuses postes de responsabilité au ministère de l'Agriculture de son pays, qui est le Tchad. Et il a des expériences de travail avec les ONG de développement, les institutions internationales comme la FAO et le PNUD et la Banque mondiale, ainsi que le FIDA. M. Kourdim assure actuellement la coordination des
deux projets importants, dont le projet du G5 Sahel, qui est financé par le FIDA. Nous avons aussi, comme panéliste, M. Brahma Diallo. M. Brahma, bon, j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à M. Kodim. Bienvenue aussi, M. Kodim. Merci, merci. Et M. Brahma Diallo, qui est le coordonnateur régional des réseaux des éleveurs et pasteurs de l'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de réseau Bivital. Il a accompagné les leaders des organisations pastorales à prendre part aux différentes campagnes, tant nationales que régionales, de formulation de politiques publiques qui touchent l'élevage et le pastoralisme. Je me rappelle que monsieur a été contribué à l'écriture d'un document que le FIDA a publié sur le pastoralisme. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, allons vite dans les débats. On va poser la première question. À qui de droit, qui est Bernard? Parce que, comme vous avez suivi, l'évaluation a recommandé de renforcer et soutenir les équipes de pays afin d'accroître leur efficacité dans ces contextes difficiles. Et vous avez vous-même l'expérience de travail dans ces contextes difficiles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Qu'est-ce qui a été déjà fait ou qu'est-ce qui est prévu? Parce que nous avons beaucoup de collègues qui sont connectés et qui nous suivent. À vous, M. Bernard. Thank you, Max. Good afternoon, dear participants. And actually, let me start by expressing my appreciation to the Independent Office of Evaluation for this first sub-regional evaluation, and also my congratulations to you for the organization of this virtual event. Fragility is definitely very important. And in WCA, when we look at 10 out of the 24 countries we operate in are classified as fragile countries. And 7 of them are actually experiencing crisis, are in crisis situation. So working in fragile situation, learning how to improve, how to optimize our effectiveness in such situation is very important, and we appreciate the work you just did. Maintenant, si je me permets d'aller en français, comme vous m'avez posé la question en français, je voudrais commencer par dire que notre portefeuille actif au niveau de WCA a 13 projets d'environ 2,1 milliards de dollars. Et ces projets visent essentiellement à renforcer la résilience des populations et aussi donc à améliorer leurs moyens d'existence. Et jusque-là, ils ont eu à adresser ce que vous avez appelé les 3 facteurs ou les 3 déterminants essentiels de la fragilité. La fragilité économique, la pauvreté, et la fragilité sociale, les inégalités, la fragilité environnementale et les changements climatiques. Mais nous avons noté que depuis que ces projets ont été préparés et que nous sommes en train de les mettre en œuvre, le contexte évolue assez rapidement. Et vous l'avez noté, l'insécurité a apparu. Monsieur Bernard, pourriez-vous parler plus doucement? J'ai l'impression que l'interprète n'arrive pas à suivre. D'accord. C'est ce que je viens de voir dans le chat. Allez-y. Merci. Donc, je disais, depuis donc, le contexte, il a changé. Il a changé en ce sens qu'il y a l'insécurité qui est apparue, il y a les crises qui sont revenues de façon prépondérante. Quand on essaie de regarder donc, les effets de cette insécurité, par exemple, en juillet de l'année dernière, le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, estimait que 4 millions de réfugiés et de personnes déplacées internes existaient dans la région. Quand vous prenez depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Vous prenez un pays comme le Burkina. En 2019, il avait 50 000 personnes déplacées internes et l'année dernière, en 2022, ce nombre est monté à 2,5 millions de personnes déplacées internes. Vous avez dans ce pays 3 000 salles de classe qui sont fermées, laissant 700 000 enfants sans éducation scolaire.
parce qu'ils ont été amenés à quitter leur village, à fuir l'insécurité. Donc, c'est un peu ça la situation et je pense que votre rapport a bien fait de montrer l'importance de prendre en compte cette insécurité, de prendre en compte les crises. Maintenant, pour revenir concrètement à votre question, donc, il faut noter que malgré les difficultés qu'il y a, en tant que FIDA, nous estimons qu'il est toujours primordial de continuer à investir dans les zones rurales. Car si nous n'investissons pas, nous favorisons l'augmentation de la vulnérabilité, non seulement de ces milieux, mais aussi des populations. Maintenant, en tant que FIDA, nous combinons différents instruments. Vous avez parlé des instruments hors prêt, nous avons aussi les instruments sous prêt. Quand on essaie de voir les instruments sous prêt qui ont été développés, il y a par exemple 100 projets d'investissement qui ont été financés pour environ 3 milliards de dollars dans les 9 pays. On sait le G5 Sahel à 5 pays, mais quand on va un peu au-delà, donc les 9 pays de la sous-région, donc 100 projets pour environ 3 milliards de dollars qui ont touché 110 millions de personnes. Donc ça, c'est un peu ce qui a été fait. Et ces projets ont contribué à améliorer la productivité, à accroître l'accès au marché et aussi à renforcer la résilience des populations. Maintenant, quand vous prenez les activités hors prêt, donc à travers les activités hors prêt, il s'est agi surtout de dons que le FIDA a mis en œuvre en partenariat avec des organisations régionales, en partenariat avec des ONG pour renforcer le cadre stratégique, le cadre politique, le cadre législatif et aussi créer dans le pays un environnement institutionnel qui est favorable aux ruraux pauvres et aussi aux petits producteurs. Ces partenariats ont été par exemple noués avec la CEDEAO, avec le SILS, avec le G5 Sahel. En tant que FIDA, les activités hors prêt, et autre exemple, c'est les partenariats que nous avons aussi noués avec les organisations de producteurs. Votre rapport a souligné l'avantage comparatif du FIDA en la matière et les résultats positifs. Donc, cela a permis de renforcer leur capacité institutionnelle, leur capacité organisationnelle et aussi de gestion pour mieux rendre des services à leurs membres, et notamment aussi pour leur permettre de s'asseoir sur la table de discussion avec le pouvoir public et de pouvoir donc influencer donc l'orientation sur les politiques. Maintenant, quand on essaie de voir de façon concrète aussi, depuis 2020, donc il y a à peu près 2 ans, le FIDA prenant en compte l'autre dimension, c'est-à-dire les crises dont vous parlez qui n'étaient pas assez prises en compte, le FIDA a préparé, formulé un nouveau programme qui est un programme conjoint Sahel pour répondre aux défis de la COVID, des conflits, mais aussi des changements climatiques. Nous l'appelons programme régional SD3C. Et ce programme adresse aussi les questions transfrontalières. Votre rapport a estimé que ces questions n'étaient pas bien couvertes jusque-là par nos opérations et ce programme régional adresse ces questions transfrontalières en adressant la fragilité et en touchant aux causes profondes de la fragilité. Nous le mettons en œuvre aussi avec les autres organisations des agences des Nations Unies basées à Rome, notamment la FAO et le PAM. Et nous avons un don au G5 Sahel. Il y a quelqu'un du G5 Sahel sur ce panel, il pourrait en parler. Ils ont un don pour travailler sur les questions, le dialogue politique, la gestion des savoirs et aussi le suivi et évaluation. Il y a FarmTrack, un autre partenaire qui travaille avec les SILS à la collecte des données et sur le commerce transfrontalier. Donc, cela est en train de se passer. Et au niveau de ce programme, nous comptons toucher environ 850 000 personnes. Votre rapport a établi que les jeunes et les femmes n'étaient pas systématiquement pris en compte dans l'analyse holistique de la fragilité. Cela a été fait ici et 50% des femmes sont ciblées contre 40% des jeunes pour ce programme. Et enfin, mon dernier point, qu'est-ce que le FIDA est en train de faire concrètement? Nous travaillons à accroître l'efficacité de nos interventions à travers un renforcement de la décentralisation. Nous sommes en train
de nous déployer davantage sur le terrain pour être au plus près des partenaires et pour pouvoir donc mieux participer à tout ce qu'il y a comme discussion sur le secteur agricole, sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quand vous regardez au Niger, nous avons maintenant un directeur pays qui est résident. Oui. Vous regardez au niveau du Burkina, nous venons d'ouvrir un bureau. Il y a un directeur pays qui va être résident bientôt. Vous regardez au Mali, nous avions un bureau depuis les années 2011. Il n'y avait pas un directeur pays résident, mais nous sommes en train de déployer un directeur pays résident dans le pays. Donc, tout ceci va permettre au FIDA d'être plus agile dans les partenariats et de répondre aux changements rapides de contexte. Donc, c'est le changement qui est en train d'être opéré. Merci. Merci, Monsieur. Thank you, Bernard. Yes, I understood that the interpreter was unable to translate. I don't know why, but we have been having, even in the past, not all speakers use a headset like me, but the interpreter were able to translate. I don't know why this happened this time, but anyway, IOE apologize for this inconvenient because this was not planned to be like this. So, je vais continuer pour avec le secrétaire, le représentant, non, le secrétaire général, Monsieur Diamoatou, qui a une bonne expérience de la région. Et pour vous dire d'ailleurs que le Niger a été l'un des pays qui a beaucoup soutenu la collecte de données dans le pays, malgré les contextes difficiles. L'équipe de pays qui a fait la collecte de données au titre de cette évaluation a bénéficié de tout le cortège de sécurité pour se déplacer, pour aller dans les régions difficiles, très, très difficiles. Donc, il y a des défis sûrs, des défis sécuritaires, des problèmes qui sont aussi connus. L'un des problèmes est la question de la transhumance et les questions de commerce transfrontalier. Par exemple, dans la région de Maradi, où on a pu collecter des données. Et la photo de présentation où on a beaucoup de pastèques, c'était d'ailleurs une photo qui a été prise à Maradi. C'est une photo d'un marché frontalier de Maradi. Alors, quelles sont vos suggestions pour améliorer les appuis du FIDA dans ce contexte où le défi sécuritaire est assez fort, est très, très fort d'ailleurs? Et mais, comme l'a dit le directeur, il faut que le FIDA ne peut pas abandonner ces défis. Et comment est-ce qu'on peut se prendre? La question de la transhumance, comment est-ce que vous pensez que ça doit être abordé ou comme, avec le partenaire qu'est le FIDA pour vous? À vous, Monsieur Diamoatou. On ne vous entend pas? Non. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Allez-y. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Effectivement, depuis plus d'une décennie, vous le savez autant que moi, l'insécurité que vit en tout cas la région Sahel, et ajouter à cela tout récemment des décisions prises par certains pays pour former leurs frontières à la transhumance transfrontalière. Cela, en tout cas, mérite, pour en tout cas trouver une solution à cette question, ça mérite la coordination des efforts pour en tout cas le renforcement de coordination sous-régionale, que ce soit des instances politiques, que ce soit des instances pastorales ou bien des instances sécuritaires pour en tout cas juguler ce problème. Effectivement, il est dit que ces racines, on les trouve, les problèmes de cette de crise pastorale-là, surtout sur des problèmes d'utilisation des espaces pastoraux, notamment des ressources pastorales. Donc cela, en tout cas, amène en tout cas des conflits et que si on n'en prend pas garde, voilà, ça s'amplifie, surtout quand on voit en tout cas les effets de la démographie, les effets même les effets du cheptel et
même les changements climatiques. Donc, il faut vraiment une coordination régionale pour, en tout cas, juguler ce programme. Il est vrai, les financements de FIDA, en tout cas, apportent des solutions à travers, tout à l'heure, on parlait de projets conjoints, en tout cas, en réponse au Covid, au changement climatique et aux problèmes sécuritaires, qui, en tout cas, a utilisé, en tout cas, les agences des Nations Unies avec aussi les coordinations des éleveurs surtout. Et ces interactions-là, en tout cas, amènent une coordination régionale qui apporte des solutions. Et l'approche FIDA au Niger, en tout cas avec le développement de pôles développement économique, aussi les PDE, aussi, en tout cas, arrive à amener, en tout cas, des solutions par rapport aux produits agro-silvopastoraux sur des zones, en tout cas, transfrontalières. Et le FIDA aussi, en tout cas, accompagne à travers la mise en place de comités locaux de différents acteurs qui, en tout cas, à travers en tout cas, les rencontres et les activités qu'elles mènent, arrivent en tout cas à avoir un impact sur en diminuant les tracasseries qu'on connaît dans les frontières, sur les frontières, en tout cas, particulièrement, comme vous l'avez dit, vers le Nigeria, avec dans les zones de Maradi. Mais en matière de transhumance aussi, comme vous le savez, en tout cas, depuis en tout cas 2019, le Niger a, en tout cas, l'instar des autres pays, en tout cas du CIRS, a adopté un comité, en tout cas, national de transhumance et a sorti d'un plan d'action qui permet, en tout cas, d'assurer, en tout cas, la gestion de la transhumance transfrontalière. Mieux, au niveau du Niger, pour en tout cas avoir des approches de proximité, nous avons fait des accords entre Maradi, Kachena, Zender et Jigawa, et des accords entre Dosso Kébi, mais aussi nous sommes en voie de faire des accords entre le Tifa et Bol au niveau du Tchad, mais aussi à renforcer les accords existants d'abord entre le Niger et le Burkina, en intégrant le Mali pour entrer dans les questions de la gestion des trois frontières. Et la CEDEAO, le CIRS, l'UMOA aussi, on développe, en tout cas, sont en train de développer un programme holistique dans la zone de, en tout cas, au Nigeria, au Bénin et au Niger, pour en tout cas gérer en tout cas toute cette question de transhumance frontalière. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons que le FIDA fasse? C'est vraiment continuer davantage à accompagner en tout cas la coordination régionale en matière sur des thématiques communes des pays de G5 Sahel, mais aussi continuer à financer des projets régionaux à l'instar donc le projet conjoint que je venais de dire, et aussi accompagner ces États à réaliser des infrastructures transfrontalières qui permettent la facilitation de la circulation du bétail et en tout cas du commerce, notamment le désenclavement des pistes, l'aménagement des couloirs de passage transfrontalier pour en tout cas faciliter la transhumance, des points d'eau pour assurer l'abreuvement des animaux, mais aussi des aires de repos. Il faut aussi, on attend de FIDA vraiment l'aménagement des espaces pastoraux et transfrontaliers pour permettre en tout cas aux animaux là. Et on entend aménagement aussi, effectivement, j'avais parlé de points d'eau, mais surtout aussi, je l'avais dit que les pays ont, en tout cas pour le Niger, nous avons en tout cas un plan d'action pour le Comité national de finances, de transhumance. Donc, nous demanderons, en tout cas, nous souhaiterons que le FIDA finance ce plan d'action-là. C'est un plan d'action triennal qui peut, en tout cas, assurer, en tout cas, la gestion de cette problématique de transhumance transfrontalière et faciliter surtout aussi le commerce. Voilà globalement ce que je voulais en tout cas dire par rapport à la question. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez mis en exergue la nécessité d'une approche régionale. Et c'est à ce titre que l'intervention de M. Kourdim Guidio serait très, très importante. En tant que gestionnaire de programme au niveau du G5 Sahel, qui est d'ailleurs une entité qui mène, qui essaie de mener une approche régionale pour régler ces problèmes. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que G5 Sahel a entrepris comme initiative ou qu'est-ce que vous entrevoyez pour que la dimension, la perspective régionale de ces défis soit réglée ou jugulée
dans le long terme. À vous, Monsieur Kourdi. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer tous les participants et féliciter le présentateur des résultats de l'évaluation, M. Kodjo. Donc, pour nous, au niveau du G5, nous apprécions à sa juste valeur cette évaluation et nous partageons pleinement les conclusions et les recommandations. Ceci étant, je voudrais souligner le fait que, d'abord, le G5, sa valeur ajoutée, c'est son intervention dans les zones transfrontalières. C'est important, je voudrais souligner le fait que toutes nos interventions sont localisées dans les zones transfrontalières qui sont divisées en 3 FISO. Il y a le FISO Est qui concerne la zone transfrontalière Tchad et Niger. Il y a le FISO Centre qui concerne la zone transfrontalière des 3 frontières, le Burkina, le Mali et le Niger, la zone de l'Iptako-Gourma. Et là, le FISO Ouest qui concerne la frontière Tchad, plutôt Mauritanie, Mali. Donc, ça, c'est le premier élément important qu'il faudrait retenir. Le second point, c'est que l'approche d'intervention du G5 est une approche régionale. En ce sens que notre stratégie pour le développement et la sécurité met l'accent beaucoup plus sur une approche vraiment régionale. Et tous les projets que nous avons au niveau du programme d'investissement prioritaire sont des projets régionaux, c'est-à-dire qui concernent au minimum la zone frontalière de 2 pays. Ça, c'est le minimum. Donc, c'est pour aussi souligner la dimension régionale de nos interventions. Maintenant, qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du G5? D'abord, premièrement, je parlais de notre stratégie d'intervention, la stratégie pour le développement de la sécurité, avec son plan d'action qui est le programme d'investissement prioritaire. Mais nous avons également développé un cadre d'action prioritaire intégré qu'on appelle le CAPI, qui a ambition d'identifier des actions rapides, réalistes, mesurables et qu'on pourrait mettre en œuvre dans un délai très court de 12 à 24 mois, que ce soit sur le volet sécurité, le volet développement. Maintenant, en termes d'intervention, aujourd'hui, concrètement, nous avons mis en œuvre un certain nombre de projets avec l'appui de nos partenaires, surtout dans les zones transfrontalières, comme je viens de le dire. Nous avons, en 2016, mis en place des coalitions qui regroupent l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent autour de nos interventions dans le domaine de la résilience. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Je vais peut-être vous citer quelques projets que nous avons réalisés. Tout à l'heure, dans l'intervention de M. Kodjo, il disait que je coordonne 2 grands projets. Donc, nous avons ce projet de lutte contre la pandémie à coronavirus, financé par la BAT, qui est exécuté dans les zones transfrontalières des pays du G5 Sahel. Deuxièmement, nous avons également, avec l'appui de la BADEA, mis en œuvre un projet au niveau de la région de Lac-Tchad qui a touché presque 2000 femmes, parce que là, je voudrais aussi souligner que les femmes et les jeunes sont nos cibles privilégiées dans le domaine de la résilience. Ensuite, nous avons travaillé beaucoup avec la FAO sur les questions de pastoralisme, dont il a été aussi, dont l'accent a été mis sur cet aspect-là dans l'évaluation. Et cela nous a permis de mettre en œuvre un projet dans la zone de 3 frontières, c'est-à-dire la zone de l'Iptako-Gourma avec l'appui de l'Union européenne sur les questions de résilience des populations pastorales, agro-pastorales dans ces zones-là. Nous avons aussi travaillé sur des projets liés à la prévention de conflits à la frontière entre le Tchad et le Niger, avec un financement des Nations Unies, et nos partenaires d'exécution sont la FAO et le PAM. Maintenant, avec le FIDA, il a été fait mention du programme conjoint Sahel en réponse au Covid-19, conflit et changement climatique, qui en fait était un grand projet, un grand programme qui soutient à la fois la stratégie pour le développement du G5 et notre programme d'investissement prioritaire. C'était le premier exemple d'un partenariat entre le G5, le FIDA, la FAO et le PAM. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que ce programme nous a permis de développer le partenariat avec les organisations sous-régionales, les organisations de producteurs, que ce soit le RBM, RUPA et APES.
Donc ça, c'est des éléments importants que je voudrais soulever dans ce programme. Maintenant, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est-à-dire que nous avons, depuis 2020, lancé le processus de révision de notre stratégie pour le développement de la sécurité. Et au niveau de l'axe résilience, nous avons mené des réflexions qui nous ont permis un peu d'identifier des priorités. Parmi ces priorités, très rapidement, il y a tout ce qui est le renforcement des capacités d'adaptation aux acteurs aux crises sécuritaires, climatiques et sanitaires. Et cela peut se faire qu'à travers l'amélioration des moyens d'existence des producteurs, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Deuxième priorité, c'est une meilleure gestion des ressources naturelles pour réduire les conflits par la régénération, la réhabilitation, la récupération des terres dégradées et naturellement l'appui aux crises liées au pastoralisme. Et la troisième priorité, c'est vraiment le développement des filières porteuses. Donc ça, ce sont les trois priorités qu'on a définies dans la nouvelle stratégie qui est en cours de révision. Qu'est-ce qu'on attend du FIDA en tant que partenaire? Nous pensons qu'en tirant les leçons du projet SD3C, nous sollicitons l'accompagnement du FIDA, surtout sur les trois priorités que je venais de citer là, qui en fait vont permettre d'atténuer la fragilité au niveau des pays du G5 Sahel. Donc voilà un peu les contributions que nous voulons apporter à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, c'est très utile. Donc, le SD3C, vous avez bien montré son importance encore et vous voulez continuer dans ce sens pour appuyer, pour mieux développer votre nouvelle stratégie. Comme nous avons M. Bama Diallo qui est présent, nous voudrons bien qu'il nous apporte la perspective des pasteurs, des éleveurs pasteurs qui sont sujets à toutes sortes de critiques et de discussions. Étant de la sous-région, étant originaire de la sous-région, je sais bien de quoi il s'agit. Parfois, quand les éleveurs pasteurs, quand nous étions enfants, quand les éleveurs pasteurs arrêtent avec de grands troupeaux, on fuyait parce qu'on craignait qu'ils nous tirent là-dessus. Parce que s'ils avaient toujours, ils étaient équipés de fusils et se protégeaient correctement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait pour protéger mieux ces éleveurs, pour que cette perception que moi j'avais quand j'étais enfant, est-ce que ça a disparu aujourd'hui? Parce qu'on pense toujours que les pasteurs sont source d'insécurité. À vous, M. Madiao. Merci beaucoup. Je pense que cette image, ces stéréotypes et cette stigmatisation est accentuée également dans la sous-région. Notre SG du ministère du Niger vous a très clairement dit qu'il y a des politiques de plus en plus répressives aux éleveurs et à la mobilité pastorale. Et je voudrais dire que la question d'insécurité n'a pas facilité encore les choses. Et aujourd'hui, les éleveurs sont à la fois victimes de cette question d'insécurité, mais aussi, il faut le souligner, n'ayant pas de perspective, ils sont aussi incités ou appâtés par rejoindre les groupes armés, malheureusement. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, et comme M. Nien l'a dit, le FIDA présente, à mon avis, un avantage comparatif pour avoir donné de la place aux organisations de producteurs dans sa mise en œuvre. Et l'essentiel a beaucoup été plutôt sur le développement des services pour nos membres et également l'accompagnement pour s'asseoir au niveau des politiques publiques. Mais force est de souligner et de le nettoyer qu'au niveau du FIDA, le parent pauvre, à l'image des politiques publiques, c'est aussi l'élevage et l'élevage pastoral. Par exemple, et je peux le dire, nous sommes, et il n'y a qu'il y a 2 ans de cela, pendant la période Covid, que nous sommes la première organisation à bénéficier d'un premier programme régional pastoral du FIDA. C'est quand même quelque chose à souligner par rapport à tous ces guichets et par rapport à toutes ces perspectives. C'est la première fois qu'on a un premier programme pastoral régional qui est financé par le FIDA. Ça témoigne un peu, je dirais, de la place au niveau de l'élevage pastoral par rapport à ces programmes essentiels. Et ce programme a été financé par un don
qui donne de la flexibilité et qui donne de la facilité d'accès. Pourquoi cela? Et également, l'évaluation le souligne très clairement. Il y a également une faible prise en compte des enjeux stratégiques liés aux espaces transfrontaliers. Et ces espaces transfrontaliers sont des zones territoriales où aujourd'hui vous avez la mobilité. La mobilité, elle est beaucoup plus accentuée par rapport au passage de frontières. Et le FIDA, l'évaluation le souligne, n'a pas pris en compte également beaucoup ces enjeux de fragilité liés aux espaces transfrontaliers. Secondo également, c'est qu'on peut comprendre à peu près pourquoi le FIDA l'a fait, parce qu'à un certain moment, on avait un certain nombre de programmes et projets qui étaient beaucoup plus axés sur l'élevage pastoral. Il y a eu des programmes de la Banque mondiale, il y a eu des programmes de l'Union européenne. Donc peut-être le FIDA s'est dit, il était nécessaire peut-être que nous, en termes d'avantages comparatifs, on mette un peu plus l'accent sur d'autres domaines. Mais ce que nous devons souligner, c'est que l'évolution du contexte actuel et également la place, il y a de la place pour que le FIDA puisse se réinvestir également sur les questions de l'élevage pastoral. Mais comment le faire? La première chose qu'il faudra peut-être imaginer au niveau du FIDA, c'est pour moi qu'il faut quand même arriver à changer, avoir des inflexions méthodologiques qui soient très fortes et qui soient opérationnalisées au niveau des équipes du FIDA. Quel type d'inflexion méthodologique il faudra prévoir? C'est de changer de sa façon de faire. L'évaluation souligne très clairement que les conflits sont traités comme des risques dans les projets et programmes du FIDA, et plutôt que des problèmes qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, les uns et les autres l'ont souligné, on ne peut pas traiter les conflits uniquement comme étant des risques, parce que la persistance des conflits, l'intensité des conflits dans les zones transfrontalières nous amène à considérer maintenant les conflits comme étant des problèmes qu'il faut régler. Comment pouvoir le faire? Pour nous, il faudra accorder un haut degré de priorité à la reconstitution de la cohésion sociale dans les espaces fragiles. Et pour ce faire, quand je prends de façon analogique, le FIDA a toujours travaillé dans le développement des services pour les organisations. Je pense que la reconstitution du pacte social doit être imaginée comme un service que les organisations de producteurs, de façon holistique, développent pour leurs membres. C'est pour moi la première inflexion méthodologique qu'on pourrait peut-être avoir au niveau du FIDA. Comment la reconstitution du pacte social, la reconstitution du vivre ensemble peut être un service qui se développe au profit des membres. Et toutes les organisations pastorales doivent en avoir une sorte d'indicateur qui va dans ce sens. Et pour cela, pour nous, aujourd'hui, je pense que le FIDA doit peut-être regarder en arrière et se dire qu'ils ont des bonnes choses qui ont été faites. Je prends un exemple du programme d'hydraulique pastorale qui a été au Tchad. Pour moi, c'est un modèle aujourd'hui pour lequel le SIDA doit essayer de peut-être de dépoussiérer et pour en avoir également un modèle de ce genre dans les domaines et dans les espaces transfrontaliers. L'idée pour nous, c'est que c'est bien d'avoir des accords sociaux, c'est bien d'avoir des négociations, mais il faut négocier et avoir des pactes sociaux et le vivre ensemble avec des intérêts communs. Donc, relancer le dialogue multi-acteurs autour des usagers des ressources naturelles pour définir quels sont les types de besoins d'infrastructures qu'ils en ont besoin pour pouvoir reconstruire le pacte social est un modèle sur lequel on peut construire les appuis du FIDA. Et deuxièmement, aujourd'hui, c'est que vous avez dans les sous-espaces des acteurs qui se parlent peu, qui n'ont pas forcément la même façon de le faire. Il faudra plutôt voir dans quelle mesure le FIDA peut inciter le dialogue à travers des outils qui soient les plus opérationnels et dans ce sens. Et voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette question de quelle peut être la place du FIDA et quelles peuvent être les perspectives qu'on pourrait avoir. Je vous remercie. Les thèmes sont vraiment intéressants et on pourrait passer tout l'après-midi à discuter de ça. Vous avez parlé de l'importance des espaces transfrontaliers, tel que l'a souligné aussi le représentant du G5 Sahel, ici présent. Mais bon, on a une région qui est couvert par le FIDA, qui est sujet aussi à beaucoup de conflits. Et ils ont de l'expérience. I will come to dinner shortly. So, but before I come to you, let me ask Bernard again. This issue of value chain oriented to more not prone for fragile situation. Can you provide some of examples you may have
because I would like Dina also to build on that because they have a lot of projects addressing value chain development. But so far, what we heard from a country team is that the new value chain development approach is not really convenient or aligned with the challenge on those fragile situations. What can you say about that before Dina can provide her thought? Over to you, Bernard. Merci. Rapidement, is the translation okay now, or je vais en français ou en anglais? La traduction, ça va? I don't know. Is that working now, Christina? It's not very loud, the microphone of Bernard. Okay, good. Let's see with the Yeah. interpreters if they can hear, or if it's better without. Okay, so I remove the microphone. J'enlève le micro. Non, vas-y, on va voir parce que moi, Ok. j'entends très bien. Donc, je disais que tel que votre évaluation l'a ressorti. Non, le il faut FIDA placer le micro. C'est ça plutôt qu'ils disent. C'est ça que je vois dans le chat. Mais voilà. OK. Donc, le FIDA a une expérience dans la région de développement des chaînes de valeur en combinaison avec l'approche de développement communautaire. Je pense que vous l'avez mentionné. Et généralement, l'approche commence par la pertinence du ciblage des filières. Et habituellement, les filières vivrières, donc telles que le maraîchage, les céréales, l'aviculture, le petit ruminant, sont privilégiées à WCA. Et ces filières sont privilégiées parce qu'elles ont un potentiel économique, elles sont inclusives, avec notamment des possibilités d'intégration des femmes, des jeunes, elles sont moins exigeantes en capital, notamment en ce qui concerne la terre pour produire. Parfois, à WCA, dans nos projets, on procède aussi dans la sélection de la filière à partir du groupe cible et des objectifs du projet. Au Sénégal, par exemple, nous avons un projet appelé PAFA Extension et l'objectif de ce projet, c'était d'assurer l'autonomisation économique de la femme rurale. Il y a 60% donc des bénéficiaires du projet qui étaient des femmes et on a constaté que ces femmes étaient de façon prédominante traditionnellement dans la production et la transformation du bissap, ces fleurs rouges qu'on utilise comme boisson, du niébé et aussi dans la culture vivrière. Donc, cela a facilité le ciblage, donc la pertinence même du ciblage au niveau des filières. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que une fois le groupe cible visé, une fois les filières ciblées, on utilise l'approche de développement communautaire pour responsabiliser les populations et aussi renforcer leurs capacités en termes d'organisation, en termes de production, en termes de commercialisation. Maintenant, il y a une bonne pratique qui n'existe pas partout et qui a été mise en œuvre à WCA, c'est l'établissement de conventions locales qui sont utilisées pour assurer la cohésion et la confiance au sein des communautés. Donc, au Burkina, on l'a utilisé, au Mali, on l'a utilisé, en Mauritanie, on l'a utilisé à travers nos projets. Et ça permet de dégager des consensus sur des questions qui sont parfois sensibles, telles que par exemple l'accès à la terre. En Mauritanie, par exemple, dans le cadre d'un projet, on a amené ce concept qu'on appelle entente foncière. Au Burkina, il y a eu le concept de statut foncier qui a été introduit à travers ces conventions locales, ce qui permet donc de pouvoir avoir un consensus sur comment est-ce qu'on va distribuer la terre après l'aménagement, par exemple, d'un périmètre donné.
Autre exemple, c'est les plateformes multi-acteurs qui sont mises en place. Ces plateformes, vous le savez certainement, sont souvent prises en compte lorsqu'on met en place des projets chaînes de valeur. La même chose, suivant l'approche de développement communautaire, pour faciliter l'échange d'informations entre les acteurs. Je pense que ça, c'est très important. Et un dernier exemple, c'est la réalisation d'infrastructures, que ce soit des stockages, des infrastructures marchandes, qui sont gérées par le comité villageois. Ces comités, leurs capacités sont renforcées pour pouvoir donc gérer ces infrastructures-là. Cela a été fait notamment au niveau du Tchad, avec ce que nous avons appelé les banques de soudure. Il y a une évaluation qui a pu démontrer que les bénéficiaires de ces banques de soudure étaient plus résilients face aux incidents donc, qui se produisaient dans les communautés que les non-bénéficiaires. Et après, on a pu bâtir sur cette expérience pour pouvoir utiliser les banques de soudure comme point d'entrée pour d'autres services aux producteurs. Maintenant, vous avez demandé aussi les défis, les difficultés. En termes de défis, ce qu'on a noté au niveau de la région, c'est notamment l'atomicité de l'offre et la dispersion géographique des petits producteurs. Donc, cela a amené davantage nos projets à promouvoir donc l'organisation, la structuration des organisations paysannes solides pour pouvoir donc fournir des services aux différents membres. Cette agrégation, par exemple, des intrants, des besoins pour l'acquisition des intrants, le groupage de la production, la commercialisation de la production. Et donc, en tant que groupe, on a noté aussi que cela leur permettait d'accéder facilement au marché, d'avoir un meilleur pouvoir de négociation et de réaliser des économies d'échelle. Un autre défi que nous avons négocié pour terminer. OK, un autre rapidement. Pour terminer, c'est la capacité même de gestion de ces organisations et leur professionnalisation et leur autonomie à travers la durabilité. Et une leçon apprise de ça est qu'il faut travailler sur le moyen et le long terme et non vraiment sur le court terme. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. OK, so for Dina, I hope you follow, but he highlighted well the proper value chain commodity. That was key. That does not, those commodity that does not require fields, lands, or other important issues. So local convention has also been highlighted, but also multi-actors platform that have been promoted. So Dina, how are you coping with those challenges? A lot of conflicts, we know, but you have been successful and you love the NEN region. I know, and you have been pushing, achieving results. We need to learn from you. WCA has to learn from you because they cannot continue treating conflict as risk now. It's more a problem to solve now. Over to you, Dina. Well, thank you. And can you hear me well? Because very well. Okay, very good. So first of all, I also would like to thank IOE and all the teams that have worked on this evaluation. It's very enlightening, very insightful, and the issues are very, regrettably, the issues are very common and today also what we're seeing in terms of the increased fragility, the increased conflict that is going beyond just our let's say Western Central Africa or even the MENA region, which is Middle East, North Africa. It's spreading even in Europe. So this is the reality of today's conflict. And so just a snapshot before I go into the, give you a couple of examples is, the what we call the NEN region, or the specifically Near East, North Africa, Europe, Central Asia division in IFAD. It covers also what I call the hotspot of fragility. Many countries in this region, about 80% of the countries I would say that are in this MENA region are in fragile situations. And many of these are actually hosting the largest number of refugees and internally displaced persons in the world.
And as Bernard was saying, initially, you know, there are quite a number of countries, including in MENA region, like we have 10 countries in the World Bank list, which are classified as fragile, and 4 which are even considered most fragile. So we have our fair share. And of course, fragility is poverty, is violence, and it's a vicious cycle because one, you know, there are causes and effects. So fragility can drive poverty, and conflict can also be the other way around. And of course, when state structures are weak, when you have, you know, basic social, economic, all security, all these very weak institutions, they exacerbate the situation. And then you bring in the other dimension of climate, but also natural resources. And when you have degraded natural resource, land, and you know, also in terms of water, you have big issues on your plate, and this characterizes the Near East North Africa region. But what we, and I think you've also mentioned this is in the report. What we do in NEN, in the fragile context, is we build on community-driven approaches. And I've been listening to the panelists before, and they're really emphasizing this, you know, using the local institutions, the grassroots institutions, the pastoralists, agro-pastoralists, all these that exist, but also promoting the capacities of the agents, the grassroots agents that exist, so that they can also deliver the services that are required. One example we have in Sudan, and this work has really contributed to reducing conflict around natural resources by supporting local conflict resolution and improving water and land management. So what we did was really outreach to pastoral communities through dedicated advisory services, and also using that to promote the gender equality and women's empowerment. So one of the, and I think I listened earlier to one of the panelists who talked about investment in human and social capital. This is extremely critical in these contexts. And we set up, for example, 3,000 in Sudan, 3,000 savings and credit groups, which had an estimated, let's say, 48,000 members. And close to 95% of these are women, which is quite, you know, when we talk about in these contexts that women are marginalized, we could actually see that there were quite a good number of women participants in these savings and credit groups. One of the, I would say, notable achievements we had in the area of natural resource governance included the stock routes, management of stock routes, and preparation of a natural resource management governance framework. Again, here is another dimension, is how do we manage the governance framework? How do you ensure there are, you know, very clear responsibilities, very clear, I would say, principles of engagement by different community members and different institutions. And these projects have demonstrated that the tensions between settled farming communities and pastoralists can be also reduced through effective conflict resolution mechanisms when you empower the community and when you have a coherent policy and institutional framework. We also used mobile extension teams to accompany some of these nomadic communities along their migratory routes. And we set up also council of partners, implementing partners, which included native administration leaders. So really, if you look at it, it's a broad spectrum of interventions, working from the governance, legal frameworks, working on who are the actors and involving them, engaging them, and then giving them the you know, facilities, savings and credits, you know, associations, empowering them with investment so that then they can actually work together and resolve many of the conflicts that we were seeing. And another very interesting innovation that came out of one of these projects in Sudan, again, was we introduced a young professional program. And this was targeted at mobilizing the youth in the community and developing their skills. And we found this really to help, one, the young people to be more engaged, but also to build the capacities, education, and skilling of young people. One other example, very quickly, I will not dwell on this too much, but the resilience. When we talk of resilience,
As you all know, Syria has been almost now 10 years, even more in conflict and active conflict. And we, before the crisis and before the conflict, we used to have a nationwide program, which was a livestock development program in Syria. And it created a community-based revolving fund for rural farmers. And these communities have proven that even despite the conflict, the members, so what they do is it's a community-based approach where members buy shares in a box, or what we call a sanduk, which is Arabic word for box. And they support each other to save money and to lend out to members. And this has been gender inclusive, and we established 81 of these boxes or funds. And even now, despite all these years of conflict, these informal, I would say, groups have continued to sustain their members, has been able to respond also to sometimes very difficult survival needs of these communities, because these, once we put these boxes or these financial funds in place, they were self-sustaining. So I would say, as you can see, there are many ways of intervening, but most importantly is to really build grassroots institutions, involve the native leaders, work with youth, work with women, and give them the right investments, putting in the right seeds, and the rest will really be able to sustain itself even when there are conflict situations. I'll stop there, Max. Back to you. Very insightful. Thank you for the contribution. And I saw Bernard was taking notes, but of course you will interact to get more. Indeed, IOE did a country strategy and program evaluation of Sudan. That was 2 years, I can't remember, but we came up with some of the example you rightly mentioned, and that is something maybe WC colleague also can look at here. So let's move to question now. I only have one question in the chat. Let me read it. Maybe that should be for Bernard. In French, the question is in French. Que faire pour atténuer les faiblesses avérées des institutions des États bénéficiaires, tels que le non-versement en temps réel des fonds de contrepartie ou la non-contribution en nature, telle que stipulée dans les accords de financement que ces États signent. Et ceci peut constituer un frein à la réussite des projets. Ceci vient d'un quelqu'un de, voilà, je crois basé, je ne vois pas. Mais le plus important, c'est la question. À vous, Bernard, pour répondre à ça, cette question que j'ai. Bernard, you're mute, yeah. You are mute, Bernard. Merci. La question est relative donc à la mobilisation de la contrepartie des États. Pour rappeler que je vois comme on a une grande audience ici, tout le monde ne sait pas certainement comment ça marche. Lorsque le FIDA entre en partenariat, avec un État pour préparer un projet, donc il y a certes le financement du FIDA, mais il y a aussi des cofinanciers. Entre autres, l'État aussi est un cofinancier et c'est en cela qu'on parle de fonds de contrepartie. Maintenant, effectivement, avec la situation de fragilité que nous vivons dans la région, et plusieurs pays ne sont plus à même d'honorer leurs engagements en termes de mobilisation des fonds de contrepartie. Cela est une leçon à tirer en ce sens que dans les formulations de projets à venir, il va falloir que nous puissions donc pouvoir comptabiliser seulement la prise en compte des taxes, la déduction des taxes, donc au niveau donc des dépenses effectuées par les projets, et ne pas donc nous mettre comme de façon traditionnelle à allouer des montants en numéraire, des contributions en numéraire avec lesquelles donc ces États devraient participer. Maintenant, cela
affectent d'une façon ou d'une autre donc la mise en œuvre des projets, il faut prendre le temps pendant les revues à mi-parcours, analyser la situation et voir donc comment, sur la base de la réalité du contexte, pouvoir donc revoir l'impact même de la non-mobilisation de ces fonds sur les cibles, sur les objectifs du projet et redimensionner aux besoins. Mais dans un premier temps, il faudrait que l'État, qu'on fasse dans la mesure des choses, que l'État donc fasse l'effort de pouvoir donc mobiliser ces fonds-là. Donc, c'est ce que je peux dire, essayer de tout faire pour les mobiliser. À défaut, prendre l'opportunité des revues à mi-parcours pour revoir les cibles, les objectifs, et dans les nouvelles formulations de programmes, essayer donc de tirer les leçons et donc de ne pas devoir demander à l'État des contributions exactes en numéraire, mais pouvoir comptabiliser simplement la déduction des taxes. Merci. Merci beaucoup. Bon, il y a des contributions que je vois. Max, you're muted. Okay. Yeah, I'm very sorry to have that before. This is a contribution from Ireland who left the mission. But in the meantime, there was a question from one. Pourrez-vous nous parler de l'expérience de FIDA en Afrique centrale? Oui, ben, l'évaluation a pris en compte le Tchad, qui est un cas de fragilité véritablement institutionnelle et bien entendu aussi de conflits en Afrique centrale. Et je crois qu'il y a un bon exemple que Bernard a évoqué tout à l'heure. Non, je crois que c'est le coordonnateur de réseau Bilitar qui a parlé du bon exemple de Tchad. Et nous, je confirme bien que c'était un des bons exemples qu'on a eu à prendre en compte effectivement. Mais je vais déjà, comme il n'y a plus d'autres questions importantes, peut-être il y a, je vois s'il y a d'autres questions au niveau des membres du conseil de gouvernance. Any contribution for the remaining governing board member? So far? We shared with you in the chat, there's a contribution from Ireland who had to leave, but she sent a couple of questions. Ah, okay. Can you read it? Because I can, please go ahead, read it for me. Okay, hold on. Please. I don't know if the interpreters will hear me properly. I have a couple of questions. The evaluation says deep analysis of public. I'm sorry, it's not very clear. Hold on, I'm sorry. The evaluation says deep analysis of public institutional issues as drivers of fragility was largely missing, but it also reports very positive results on institutional. Secondly, we would like to endorse the point in recommendation 1, sources of funding available and potential should be analytically presented to ensure a proper mix of financial instruments to support resilience building interventions in those contexts. We very much agree, and we made this point in the context of the replenishment. With IFA's role as an assembler of finance, we think there would be value in transparency on different sources of finance with their different terms and conditions and how they can leverage each other and add value in the different contexts. I hope this was clear. Over. Yeah, okay, yeah. So, but not much on term of question, but it's a contribution. So let's see if there's other question now. Okay, if not, okay, we can move to the last part of the session, which is the closing. Okay, so Nigel, you have been listening to the discussion from the beginning. Now, we want to have a policy perspective, IFA perspective. When I met with you, when we were concluding the evaluation,
we will say, okay, but this kind of program, regional program, there's no regional strategy, but how can we do? But you hear it from different stakeholders now. So what is IFAD doing in terms of regional perspective, in terms of enabling operating in fragile contexts? Over to you. Thank you very much, Max. I hope my audio is okay. Good afternoon, and I just want to reiterate my sincere thanks to Indran, Max, and the IOE team for organizing this event, also for inviting me to deliver some perspectives in the closing session. I must say it's been a very interesting discussion. It's also a discussion which is highly relevant for IFAD's future. The evaluation provides really valuable lessons to help us sharpen the approach and also the tools to work in fragile contexts, not just in WCA, but also in other regions where we have a large number of fragile contexts, particularly NEN, you heard from Dina, but also other regions, including APR. Recommendations in the evaluation, very, very pertinent, very helpful, and indeed management has agreed with all the recommendations in the evaluation. Let me give you an idea of the scale of the domain of replication of the recommendations. So for IFAD 12, IFAD devoted 35% of financing in fragile situations, and the share of the which is really significant, and the share of the ongoing portfolio invested in fragile situations has reached about 28% in 2021, which is a big increase compared to where we were in IFAD 10, when it was about 17 or 18%. And we expect that it's going to remain at around 28% through the IFAD 12 period. And given this substantial share of investments in countries with fragile situations, it's really key for us to make sure that we design and we implement effectively in these contexts. And interestingly, and this was reported just 2 weeks ago in the midterm review of IFAD 12, at the first consultation session of the IFAD 13, the performance of projects as a group in countries with fragile situations has been overall relatively positive. And the reasons for this include the fact that we have a strategy on fragility, the fact that we do risk assessments, that there is very direct involvement of government during the design and implementation, the fact that there is an increased flexibility in the design and implementation, and that's supported by the recently approved restructuring policy, and also the use of partnerships during implementation. And I recall my own personal experience working in India, where we were in a very fragile context in Jharkhand, where we could not have operated there unless it was through local NGOs who were trusted by the local communities. So partnerships really critically important. However, as illustrated by the evaluation, there's plenty of room for improvement, and we need to do more to address the challenges related to fragility. And over the next months, the coming months, and during IFAD 13, our intention is to gain an in-depth understanding of fragility, to tackle the specificities in each context where we operate, and this as suggested by the evaluation. We aim at making our processes more fit for purpose through looking at how we can be more adaptable, more flexible within the project process. And we will be preparing an approach paper on our engagement in countries in fragile situations, which will be shared with member states in April, and that will be submitted to the executive board in May. And while this is very much still a work in progress,
I can share with you some of the key points in the paper. So first of all, IFAD will work in fragile situations, but with a very strict focus on the mandate. So to build resilience of rural livelihoods and institutions, particularly local institutions. We will leverage the lessons learned from our comparative advantage and build very much on what works best in fragile context without branching out into the humanitarian dimension. I think it's important to underline that. We have no intention of branching over into humanitarian work. Thirdly, the specific entry points will continue to be gender equality, women's empowerment, strengthening local governance, improving food and nutrition security, sustainable natural resource management and climate adaptation. And this is very much, I think, in line with the findings in the evaluation. And given what we've learned from recent crises, we will also pay much closer attention to how to strengthen local markets, particularly local food markets. And we heard earlier comments related to the value chain issues. As suggested in the evaluation, IFAD's specific offering will be increasingly tailored to the specific local drivers and dimensions of fragility. And wherever different factors of fragility, whatever they are, social, institutional, environmental, or other factors, where they intersect and reinforce each other, we will pursue solutions that build local resilience across those different factors. For instance, stronger or more inclusive local institutions and climate adaptation. Also, and before wrapping up, I just wanted to reiterate that, of course, fragility is one of the three priority areas for IFAD 13, and we are currently working on a refined offer on fragility, which will be discussed with the member states at the second replenishment consultation in June as part of the IFAD 13 business model paper. With that, thank you very much again, and back to you, Mr. Chair. So thank you, Nigel. Here we have a moderator, so the chair will take the floor at the end. That is Mr. Endran Naidu. But before Endran, that should be Dina to give a word of Donald, who has been very supportive of this evaluation and wanted to be part of this event, but could not. Over to you, Dina. Well, thank you again, Max, and actually I'll be brief, as Nigel has really covered more of the strategic directions and how IFAD plans to address fragility going forward. But let me just emphasize a couple of things. First of all, as you heard from us, fragility is multidimensional, and of course, it's important that we all note that IFAD is not dealing with fragility as a new concept. I mean, we have had a long history of engagement in fragile contexts, and working in fragile context has been a part of IFAD's trajectory since its establishment. And again, it was established during a crisis context over 40 years ago. So we're very conversant with fragility and have evolved over the years. And as was already said by Nigel, there is evidence that IFAD can deliver positive results in fragile contexts. I think also the sub-regional evaluation has also alluded to that. The one aspect that we need to always bear in mind, and we keep talking about, is this often entails higher costs. And obviously looking into the higher costs is about how do we deliver on the ground effectively, making sure that obviously, as you had said in the beginning, Max, there are also security issues to be considered.
And again, you know, without repeating, IFAD's program delivery model and also its specific instruments have also been sharpened. As Nigel was saying, we are also looking at specific contexts and how to be very adapted and agile, as we say. And we have committed, again, as he has mentioned, to deploying a good part of our resources. It was 25% was the target, but we have even exceeded that target in IFAD 12 of our core resources to going to fragile situations. Now, you know, in looking into the future, as we said, we can also build on our experience, but also and also on the results to do more and better. And this would require continuity with existing approaches, but also looking at the recent experience, you know, that we have had with the RPSF, the Rural Poor Stimulus Facility, and the Crisis Response Initiative, which were all time-bound initiatives for crisis response. And I think we've really shown, and the current assessment that has been done for RPSF really demonstrates how IFAD has been able to respond very quickly, but also effectively when there have been, you know, unexpected crises. A few points that I would like us to keep in mind, and this I bring from my own collective experience over the years dealing, as you said, in fragile situations. Apart from looking at the multi-dimension characteristic of fragility and its cross-border nature, we need to remember that whatever we do in fragile situations or fragile contexts, we need to keep certain principles in mind. The principles of do no harm when we engage. The principle of simplicity, I think your evaluation also brings this out, and flexibility. But what IFAD is doing also is applying now what we're calling a fragility lens and fragile sensitive designs, where we are also making sure that our projects, whatever interventions we're doing in fragile situations, are also ready to be implemented, because the situation is very fluid in many cases. So we have, with these type of interventions that are have this lens, fragile lens, we can be able then to adapt to the situations as they occur. What we also need to keep in mind is that in certain countries, the countries may not be considered fragile, but within those countries, as we've seen in northern Nigeria, you find there are pockets of severe or acute fragility, which have to also be taken into account. And how do we deliver in those contexts? The other point is the decentralization, and I think IFAD has really made good strides there. Now, of course, presence in conflict-affected contexts will depend. You said, you know, when you did the evaluation, there were, I think, 4 out of 5 country directors not on the ground. There is, of course, as we have said, taking into account the costs of delivering and putting the security of putting staff on the ground. All these are part of our considerations as IFAD goes forward in dealing with more fragile situations. But it's not that we haven't done, even if we haven't had country directors on the ground, we have worked through third parties, we have worked through proxies, and most effectively through partnerships. The last that I'd like also to put out there is the vulnerability of local, or what is called in the sub-regional evaluation, the vulnerability of local markets. Actually, to the contrary, what we have witnessed is that in some situations when there are, you know, intense or situations of fragility, local markets thrive, and we find innovations in terms of what we consider local markets. You know, you find new markets coming up which are locally based. You find also communities that actually innovate themselves into finding agents for trading and supply. So these are all considerations that IFAD is enhancing in its approach to working in fragile situations. And of course, we're keeping in mind the need to accelerate climate adaptation, strengthening natural resource governance, fostering the inclusiveness of women and youth, and empowering, of course, the marginalized and conflict-affected rural communities. And all this we're doing with a food systems approach, because I don't want us to lose sight of the fact that we are also working with the food systems approach and positioning IFAD in being able
also to innovate and being able to bring in private sector as well, but also being able to you know, while working in this fragile situation, make decisions that are related to food systems and a balanced ecosystem. So let me stop there because I think we've given you enough elements to know that IFAD is ready and very much aware of what it's doing in fragile situations. Thank you, Max. Over to you. No, thank you so much. It has been a great pleasure for me to moderate this discussion. Very interesting. So thank you for everyone. I hand over now to Indran for closing us. Over to you, Indran. Thank you very much, Max, and greetings to all the colleagues online. We've had over 70 participants, which clearly attest to the interest in the subject. I'm not going to repeat the very rich inputs by Nigel and Dina and also the various participants. Suffice to say that this has been a critically successful evaluation in that we addressed a real problem and we got real solutions. And I was highly impressed by the tangible way in which IFAD has addressed, both in terms of recommendations and also targets of what needs to be done. And I'm sure this is very affirming for the colleagues in the region, but also the board and other structures. Some of the themes that are coming through quite clearly, and it has been illustrated in both the presentation, but also the response. Firstly, that partnership is critical, that regional approach is required to address some of the challenges. IFAD can support regional efforts and coordination, as Dina mentioned, 40 years in the field, you have an understanding of the local context. Also to recognize that conflict should be viewed as a critical problem and not a risk. We are working in the context and it must be taken as given. And social cohesion becomes extremely important. Illustrating in broader in terms of food summits and economic issues, pro-poor communities should be the focus in these contexts. And also the consolidation of local conventions or mechanisms, as Nigel also mentioned, the NGOs who have access and who are trusted is really important to continue to work with grassroots organizations, something I've seen IFAD is very strong in, to prevent conflict and also to support resilience and sustainable solutions. With those few words, thank you very much for your attention. It's a very rich event. It will be recorded and put onto our website for global sharing in the next few days. And I thank you for your attention and I wish you well for the rest of the year. Thank you very much. The event is closed. Thank you, Max, for the facilitation and organization, to your team as well and all colleagues.